À mon sens, pas encore. La croissance atteindra ses limites lorsque les matières, les ressources naturelles, fossiles et minérales, entreront en déplétion. Déplétion, ça veut dire lorsque on commencera à en avoir moins. Pour ce qui concerne la ressource phare, le pétrole, qui est le principal carburant de notre société industrielle, c'est au moment où la production mondiale de pétrole commencera à diminuer qu'on pourra dire que la croissance atteint ses limites, faute de carburant. Alors, je parle d'imposture écologiste par rapport notamment aux deux points que vous venez de citer, c'est-à-dire le nucléaire et les énergies renouvelables, parce que sur ces deux thèmes, les écologistes ne sont pas francs du collier, autrement dit, ils ne disent pas vraiment ce qu'ils pensent. Prenons d'abord le nucléaire. Le nucléaire est un des piliers de la contestation écologiste. C'est d'abord sur le rejet du nucléaire que se sont constitués les premiers groupes écologistes dans les années 70, en France tout au moins. On se souvient de la marche sur la centrale de Bugey dans l'Ain, qui a réuni à l'époque une masse de manifestants qu'on n'avait encore jamais vu sur ce type de revendication. Les choses ont bien changé depuis. Il y a le réchauffement climatique qui est passé par là et la mise en cause des émissions de CO2 qui sont censées perturber le climat et amener ce fameux réchauffement climatique qui serait source de catastrophes et de cataclysmes absolument gigantesques. En conséquence de quoi, les écologistes ont petit à petit rectifié le tir par rapport au nucléaire, parce que le nucléaire, comme on le sait, n'est pas émetteur de gaz à effet de serre. Donc, petit à petit, le nucléaire a commencé à devenir recevable au sein de la mouvance écologiste, à tel point que lors des récentes élections présidentielles, la candidate écologiste Eva Joly en était venue quasiment à dire bon, pour le nucléaire, on va voir ce qu'on fait, mais enfin pour l'instant on garde toutes les centrales. Voilà. Il s'est trouvé également que, pour venir brouiller un peu les cartes, la catastrophe de Fukushima a relancé la peur du nucléaire, a relancé le rejet du nucléaire et a fait ressortir dans le mouvement écologiste cette composante historique qui était le rejet du nucléaire. Donc, in extremis, les écologistes, notamment en France, au moment de l'élection présidentielle, se sont débarrassés de la tendance Nicolas Hulot, qui, comme tout le monde sait, est un nucléo-écologiste ou un écolo-nucléariste, et eux se sont repositionnés sur une ligne franchement antinucléaire. Alors mon analyse par rapport à ça, c'est que c'est une imposture, c'est un mensonge. Les écologistes qui sont entrés dans la dynamique de la croissance, ils participent au gouvernement croissant, comme on peut le voir actuellement, affichent un rejet de façade par rapport au nucléaire, parce que l'accident de Fukushima est encore trop récent pour qu'on puisse ranger cet événement aux oubliettes, mais ils n'attendent
Ils n'attendent que le moment où l'opinion publique sera apaisée sur ce thème pour repartir sur leur ligne modernisée pro-nucléaire. Donc voilà comment j'analyse cette imposture des écologistes au niveau de leur position nucléaire. Ils disent qu'ils sont contre le nucléaire, en fait ils sont pour, et on va voir dans les années qui viennent que cette tendance va s'affirmer. Concernant les énergies renouvelables, les écologistes nous disent que nous allons pouvoir très certainement faire la transition, leur fameuse transition énergétique, pour compenser la diminution de la production du pétrole, du gaz et du charbon par un mix énergétique d'énergies nouvelles. Énergies nouvelles qui sont d'ailleurs pas si nouvelles que ça, puisqu'il s'agit de l'eau, du vent et du soleil, qui sont des énergies ancestrales. Donc ce ne sont pas des énergies nouvelles. Ce mix énergétique auquel on ajoute de la biomasse et des biocarburants, surtout de la biomasse, est affiché effectivement dans les slogans écologistes, mais dans l'arrière-cour, on entend par exemple des leaders comme Yves Cochet qui nous disent que avec le solaire on ne fera pas grand-chose, avec le vent pas grand-chose non plus, et avec l'hydroélectricité on a déjà atteint les limites de l'équipement au niveau des barrages et des lacs de retenue. Bon. Donc c'est une deuxième imposture. Ils ne croient pas aux énergies renouvelables, mais ils disent qu'ils y croient. C'est une croyance qui est d'ordre religieux. Aujourd'hui, il n'y a rien de concret pour nous démontrer de façon objective que nous avons par exemple de quoi remplacer à l'identique le carburant des moteurs thermiques. Le carburant des semi-remorques qui sillonnent le monde pour approvisionner en nourriture et en produits de consommation des populations, les voitures individuelles, les avions, les bateaux, toute l'agriculture, les tracteurs, les engins de récolte, moissonneuses-batteuses, machines à vendanger, la fabrication des engrais, les produits phytosanitaires, herbicides, pesticides, fongicides. Il n'y a rien aujourd'hui qui soit en mesure de remplacer à l'identique, je dis bien à l'identique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire tourner un ou deux tracteurs ici ou là avec du jus de maïs fermenté. De façon très concrète, nous n'avons rien, nous n'avons pas de produit de substitution pour remplacer les carburants. Les carburants, c'est le transport, c'est la circulation des marchandises, c'est tout simplement le réseau veineux de notre civilisation. C'est à peu près l'identique du sang pour un corps humain. Nous n'avons rien de concret, mais nous avons les promesses des scientifiques qui nous disent nous allons mettre au point une transition, un mix énergétique avec un peu de ceci, un peu de vent, un peu de... mais ça concerne essentiellement l'électricité. En termes de carburant, nous n'avons guère que le biodiesel, donc les agrocarburants, qui sont d'ailleurs contestés même par les écologistes, puisque c'est des terres cultivables qui vont être affectées à la production de biocarburants, et donc des terres en moins, bien entendu, pour produire de l'alimentation pour la population mondiale. Donc en termes de carburant,
nous n'avons pas aujourd'hui de solutions qui fonctionnent à grande échelle. Nous avons des prototypes, des expérimentations comme la pile à combustible alimentée par l'hydrogène, carburant de l'avenir. Enfin, pour l'instant, ce ne sont que des prototypes. Il y a un avion solaire qui s'appelle le Solar Impulse qui a fait un petit trajet. Bon, mais de là à dire que les Boeing 777 et les A380 vont pouvoir marcher à l'électricité solaire, non, ça relève de la croyance religieuse. Ça ne relève absolument pas de données scientifiques avérées. Ouais, par rapport à ça, mon avis, il est très tranché. Le développement du secteur tertiaire, hein, c'est ce dont vous parlez, même presque un secteur quaternaire, c'est-à-dire des biens immatériels qui sont... Bon, ne peut se faire que lorsqu'on a des excédents dans le secteur primaire et dans le secteur secondaire, agriculture et industrie. D'ailleurs, le tertiaire ne s'est développé que depuis quelques siècles, 2-3 siècles, ne s'est développé qu'à partir du moment où le secteur primaire et le secteur secondaire se sont mis à dégager des marges bénéficiaires des bénéfices. À partir du moment où l'agriculture s'est industrialisée, et à partir du moment où l'artisanat s'est également industrialisé. Si on arrive à une situation où les ressources fossiles et minérales, c'est-à-dire le carburant qui fait tourner les machines, la machine pris au sens générique, vient à diminuer et où on a donc un ralentissement, une décroissance de l'activité du secteur primaire, l'agriculture, et de l'activité du secteur secondaire, l'industrie, le secteur primaire va décroître de façon homothétique. Donc, à mon sens, en tant qu'économiste, c'est une erreur de penser que le secteur tertiaire auto-crée lui-même ses richesses. Alors, je sais que c'est une théorie qui a cours, mais je ne la partage absolument pas. Ma vision de la décroissance. Alors, ma vision de la décroissance n'est pas idéologique. Une idéologie, c'est quelque chose qui vous prend un matin, un soir, ou au cours d'une réflexion un peu plus longue, et que vous souhaitez diffuser autour de vous et faire adopter par un maximum de vos contemporains. Pour moi, la décroissance, c'est quelque chose qui va s'imposer à tous. C'est étymologiquement, la décroissance, c'est la situation d'un État qui décroît, c'est une diminution quantitative, progressive d'un État. C'est ce qui va advenir de notre État industriel, faute d'être alimenté en carburant qui le fait tourner. Donc voilà, étymologiquement, mais aussi objectivement, ce que je considère être la décroissance. La décroissance est une situation qui va survenir et qui va s'imposer à tous. Cette situation va modifier nos rapports à l'environnement, modifier également nos rapports à l'État et nos rapports à la collectivité en général. À mon sens, cette décroissance inéluctable crée de fait une situation révolutionnaire.
Elle crée une situation révolutionnaire pour tout un tas de raisons, notamment par la relation entre l'individu et l'État. L'État, depuis 2 ou 3 siècles, fonde sa doctrine, sa propagande sur la croissance. L'État dit je vous guide, je suis votre guide, et je vous amène vers la croissance. Bon. Et encore aujourd'hui, où on commence non pas atteindre les limites de la croissance, mais à les entrevoir, l'État continue à dire mais j'ai la solution pour que la croissance puisse continuer. Ou j'ai la solution pour que la croissance continue quand même malgré son ralentissement. Or, le jour où il sera avéré, objectif, palpable, visible à l'œil nu, que la croissance devient impossible, que nous sommes en décroissance, ou en croissance négative, puisque là on a un oxymore qui est facilement exploitable par les politiques, l'État va perdre, alors je ne dirais pas toute crédibilité, à mon sens il perd toute crédibilité, mais il va en tout cas être beaucoup moins crédible au niveau des masses. Donc les masses vont se poser des questions par rapport à la validité de l'État, qui depuis des siècles leur dit qu'il est le guide de la croissance, que la croissance règle les problèmes. Aujourd'hui, chaque fois qu'il y a un problème qui est posé à l'État, chaque fois qu'il y a un recours à l'État, l'État dit nous allons régler cela grâce à la croissance. Bon, si la croissance devient objectivement, matériellement impossible, et que c'est palpable par tout un chacun, l'État perd toute crédibilité. Donc, nous sommes de fait dans une situation révolutionnaire. Et mon analyse, c'est que l'individu qui, depuis 2 ou 3 siècles, est habitué à avoir recours à l'État pour tout problème qui se pose à lui, sera amené, peut-être je le souhaite, à se dire la solution à mes problèmes, elle est peut-être dans moi, dans ma démarche individuelle, de celle de mon voisin, plutôt que dans le recours à l'État. Voilà donc comment je relie la décroissance et la responsabilité individuelle dans le cadre d'une situation qui survient et qui objectivement est révolutionnaire. Alors, le rôle de l'État dans une société décroissante, c'est une question à double face, à triple face et à de nombreux tiroirs. Le rôle que l'État veut se confier, si c'est ça la question, l'État il veut toujours se confier le rôle de guide. Donc dans une situation de décroissance, l'État va sans doute, bon là on fait de la prospective, l'État va sans doute essayer, une fois qu'il aura constaté qu'il ne peut pas tenir les promesses qu'il a faites de maintenir la croissance, l'État va sans doute essayer, probablement, de redéfinir son rôle vis-à-vis des masses. De dire oui, la croissance, effectivement, c'est plus possible, mais regardez que vous avez été quand même tellement heureux pendant des années, c'est plus possible. Il a certainement trouvé un responsable, en disant c'est pas moi, c'est l'autre, c'est le pétrole, ça va être difficile hein, pour reboucler son argumentaire, mais il va sans doute essayer de le faire, et il va sans doute essayer de dire écoutez, maintenant on va décroître, ou on va avoir une économie un petit peu différente, avec des industries délocalisées, un retour à l'artisanat, mais je veux quand même continuer à être votre guide. Donc lui va vouloir s'attribuer ce rôle. Bien évidemment, les opposants
à la toute-puissance de l'État, dont je fais partie, vont faire en sorte qu'ils ne puissent pas arriver à ses fins. Nous avons beaucoup d'arguments et nous souhaitons, nous, le cantonner dans un rôle de strict exécutant. Il ne s'agit pas de se débarrasser de l'État, il s'agit de remettre l'État à sa place d'exécutant de services publics, de bon gestionnaire d'entreprise que le peuple lui confie, et dans une situation où une société qui aurait relocalisé ses activités, qui fonctionnerait sur un mode non croissant, l'État aurait un rôle utilitaire réalisant toutes les tâches qu'on jugerait plus faciles d'être exécutées par une collectivité que par une addition d'efforts individuels. Des fonctions régaliennes. Des fonctions régaliennes, mais pas seulement. Pas seulement. Des fonctions de service public. Alors, bon, ça nous entraînerait bien un petit peu loin, il s'agit là d'une programmatique, mais des fonctions de service public dans lesquelles on aurait la santé, on aurait les transports, on pourrait avoir l'énergie. Ça nous emmène dans une programmatique de rôles qui serait confié à l'État de façon assez précise. Mais l'idée générale qui est à retenir, c'est un État serviteur, et non pas un État tout-puissant, un État qui réalise, qui prend en charge des fonctions qu'il est plus pratique de confier à la collectivité que de réaliser, comme je viens de le dire, par une addition d'efforts individuels, et qui probablement serait privé de l'essentiel de ses pouvoirs législatifs. Alors, est-ce qu'elle doit... oui, elle doit être révolutionnaire. Je dirais, elle le sera forcément, ou elle ne le sera pas. Il est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des mouvements décroissants sont dans une optique réformiste et pas révolutionnaire. Ils sont dans la modification, l'amélioration, l'atténuation des dérives capitalistes ou des effets qu'ils jugent néfastes pour l'environnement, mais pas dans... disons, leur contestation du capitalisme ne va pas jusqu'à lui opposer un système construit et global et cohérent pour prendre en charge une société avec un autre paradigme. Donc, les mouvements décroissants aujourd'hui sont essentiellement réformistes. Je pense que ça n'a pas d'issue possible. Les conditions pour l'émergence d'un mouvement révolutionnaire décroissant ne sont pas objectivement réunies aujourd'hui. La seule alternative est de préparer et de se préparer par une réflexion programmatique à l'échéance, que je considère comme étant inéluctable, de la confrontation entre l'économie et la géologie. L'économie croissante, plus possible parce que la géologie ne le permet plus. Tout dépend comment on définit le capitalisme. Si le capitalisme, c'est le capitalisme du boulanger du coin, c'est-à-dire la liberté de posséder son outil de travail, d'exercer son activité sans entrave législative, de pouvoir établir ses prix par concurrence avec les autres boulangers, ce capitalisme-là, non seulement
il est compatible avec la décroissance, mais je pense qu'il est même la sève de la décroissance. Il est l'élément le plus constitutif de cette société qui décroît, qui a décru. Si le capitalisme, c'est celui qui est visible aujourd'hui, celui qui est dans l'imaginaire commun, c'est-à-dire le capitalisme étatique, le capitalisme de connivence, le capitalisme des trusts, le capitalisme des grosses entreprises, qui ne peut fonctionner qu'avec la législation complaisante de l'État, et puis la supercherie monétaire qui le finance. Bon, on ne va pas entrer dans le problème de la création ex nihilo de la monnaie par les banques pour financer le développement du capitalisme, mais cette petite aparté montre qu'on a bien deux capitalismes. Enfin, si on veut schématiser, on a le libéralisme de l'individu, de la petite entreprise, que d'ailleurs aucun parti, fût-il d'extrême gauche, prend par exemple le NPA, qui est un nouveau parti anticapitaliste, ne propose pas la privatisation, la collectivisation des moyens privés de production pour les petits entrepreneurs. Donc ce capitalisme-là n'est contesté par personne, pas même par les trotskistes. Donc, capitalisme compatible avec la décroissance, ça dépend de quel capitalisme on parle. La simplicité volontaire, c'est une démarche individuelle qui est extrêmement louable, qui relève de la liberté individuelle, de se comporter comme on veut, et de consommer comme on veut. Je pense que la société croissante actuelle, qui cumule un certain nombre d'avatars, laisse toutefois la liberté à tout un chacun d'adopter un comportement quotidien de frugal volontaire. Cette démarche n'est pas nouvelle. Cette démarche, elle a commencé bien avant que les décroissants actuels naissent. La plupart n'étaient pas nés en 69-70, quand les premiers frugaux volontaires ont refusé la société de consommation et sont allés décroître un par un dans tel ou tel département français. Donc, sobriété volontaire, oui, pourquoi pas, ça concerne la conscience de chacun de nous. Rien n'empêche de vivre au quotidien en accord avec ses idées, de consommer en accord avec ses idées, et par l'exemple, par l'exemplarité de sa démarche, disséminer petit à petit ce comportement autour de chaque individu, et petit à petit fasse tache d'huile et gagne l'ensemble de la population, pourquoi pas. Oui, alors c'est ce que dit Serge Latouche. Il y a deux, historiquement, il y a deux courants des croissances, hein, qui se retrouvent en bout de piste, mais qui viennent de deux pistes différentes. On a un courant économiste, initié par Nicolas Georgescu-Roegen, et un courant culturel, hein, dont Serge Latouche et d'autres sont les élateurs. Pour simplifier, Roegen dit à peu près ce que je dis, c'est-à-dire nous allons vers une répartition des ressources. Alors,
il est un peu plus technique, il parle d'entropie, à savoir chaque fois que nous brûlons un litre de pétrole, nous ajoutons la haute entropie, l'état instable augmente, et donc nous allons fatalement faire une décroissance. Voilà. La colonisation de l'imaginaire, ça c'est le slogan culturel des décroissants non-Roentgen. Et j'en pense pas grand-chose de ce sujet. Bon, je trouve que la formule est très belle. Décolonisation d'imaginaire, c'est très très beau. C'est pour ça d'ailleurs, je pense qu'elle a beaucoup de succès. Penser que l'imaginaire des gens est colonisé, c'est avoir, je trouve, c'est manquer de respect vis-à-vis de l'individu. Ça veut dire, moi, penseur, moi, prof de fac, je considère que l'homme moyen qui circule dans la rue et qui va à l'usine a son imaginaire colonisé. Pas moi, parce que je suis intellectuel, donc moi je suis au-dessus de lui, mais l'ouvrier, il a son voilà. Alors, bon, il y a la publicité qu'il colonise, il y a le crédit qu'il colonise, hein, et puis il y a l'obsolescence des objets qui le colonisent. Bon, mais il n'est pas assez intelligent pour ne pas suivre la publicité, il n'est pas assez intelligent pour acheter comptant et ne pas se laisser piéger par le crédit, et il n'est pas assez intelligent pour comprendre que lorsqu'il achète un objet, cet objet dans 5 ans va tomber en panne et qu'on lui en fera acheter un autre. Il n'est pas assez intelligent pour comprendre tout ça. Bon, et donc, je vais décoloniser son imaginaire. Je trouve qu'on s'approche de l'impérialisme des idées, presque des gens du comité de salut public en 1790 en France, à savoir nous savons mieux que vous ce qui est bon pour vous et nous allons vous l'imposer par la force. Moi, je ne suis pas sûr que la majorité des gens aient envie de changer leurs valeurs. C'est là où je me situe quand même à côté de la décroissance d'obédience culturelle. Je ne suis pas sûr du tout que les gens soient si écœurés par la civilisation de consommation. Ça ne me paraît pas évident. En tout cas, je leur accorde la liberté de penser. Je pense qu'ils ont le choix. Ils peuvent ne pas suivre les préceptes de la publicité. Ils peuvent faire un certain nombre de choses. Je ne pars pas systématiquement du principe que les gens ont envie d'autre chose, mais qu'on les force à faire ce qu'ils font. Ça me paraît pas un axiome, ça. J'aimerais qu'on me le démontre. Et tout porte à croire, quand on regarde autour de soi, que les gens sont quand même un peu responsables de ce qu'ils font, qui sont quand même un peu d'accord avec tout ça. Donc, changer, je poserai la question autrement. Je ne sais pas si il faut faire changer les gens. Alors, comment est-ce qu'on va le faire? Pour que les gens fassent faire décroître l'économie, je pense personnellement le contraire, à savoir que l'économie va décroître pour des raisons géologiques et que ça va faire changer les mentalités. Le résultat sera meilleur. Et là, je rejoins les décroissants culturels. Mais la façon d'y arriver est différente. Elle respecte la liberté individuelle. Et par rapport au chômage, il n'y aura pas de chômage dans une société décroissante. Là, c'est plus de la prospective. Là, c'est plus de la prospective, c'est de la prédiction. Hein. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas si une société qui est à basse énergie, qui est relocalisée, qui fonctionne
non pas comme au Moyen-Âge, mais disons d'un paradigme que j'appellerais techno-artisanal, je ne sais pas si cette société aura réglé les problèmes du chômage. Bon, je suis assez inquiet quand même, parce qu'il y a un élément dont on n'a pas encore parlé jusqu'à présent, c'est la démographie. Avant la société industrielle, nous étions, j'ai plus le chiffre en tête, mais enfin, nous n'étions pas 7 milliards sur la planète. Nous étions 4 ou 5 fois moins. Bon, aujourd'hui, nous sommes 7 milliards et les prévisions, qui là ne sont pas des prévisions dans le marc de café, hein, qui sont des extrapolations de la courbe de natalité, amènent à 10-12 milliards. Donc, ne serait-ce que sur le plan de l'alimentation, le plan de l'agriculture, une agriculture sans fossiles, une agriculture qui n'est plus pétro-dépendante, tout simplement, non pas parce qu'elle a choisi de ne plus l'être, mais parce qu'il n'y a plus de pétrole, on ne sait pas aujourd'hui, nous n'avons pas les éléments pour dire si cette agriculture pourra nourrir 10 milliards d'êtres humains. On ne le sait pas. Donc le chômage là-dedans, ça arrive encore, c'est une question qui est encore moins importante à mon avis. La question c'est pas est-ce qu'il y aura du chômage, la question c'est est-ce qu'il y aura assez pour nourrir tout le monde. Le chômage, ça me paraît une préoccupation de deuxième niveau par rapport à la première dont je viens de vous parler. Oui, absolument, projet politique commun, absolument, projet politique. Le problème, c'est que la plupart, je ne dis pas tout, mais la plupart des tendances de la décroissance ne veut pas de programme. Ils s'inscrivent dans une démarche contradictoire, mais dont ils assument les contradictions. Présence aux élections, mais de façon non électoraliste. Projet, mais pas programme. Bon. On revient à la question tout à l'heure, réformisme ou révolution. Cette vision de la décroissance qui peut s'instiller petit à petit comme ça, de façon réformiste, est une alternative à laquelle, une hypothèse à laquelle je ne crois pas un instant. Bon, mais pour des raisons de connaissance de l'histoire politique, ça ne s'est jamais passé comme ça. Un changement aussi important de paradigme, hein, depuis 3 siècles, tout le monde va vers la croissance, et aller vers la croissance, ça ne peut pas se passer de façon réformiste, ça ne peut se passer que par un choc révolutionnaire. Je ne parle pas de révolution violente, armée. Hein. Révolutionnaire, ça ne veut pas forcément dire avec les armes. Ça veut dire, tout d'un coup, les valeurs centrales et les valeurs piliers s'écroulent. Bon, donc il y a objectivement une situation révolutionnaire. Alors, mais on n'a jamais vu non plus dans l'histoire hein, toutes les tendances qui vont dans le même sens se regrouper. Ça me paraît politiquement extrêmement difficile à réaliser, ne serait-ce que pour des questions de personnes. Il y a des rivalités. Bon, plus le groupuscule est petit, hein, plus les rivalités sont exacerbées avec le groupuscule d'à côté. Donc de ce point de vue-là, je suis assez pessimiste. Les lignes directrices, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Ce qui domine, à mon sens, c'est la situation que je qualifie de révolutionnaire d'un État qui perd ses bases. Un État qui, depuis 2 ou 3 siècles, dit « je suis le guide de la croissance », la civilisation que je vous propose est une civilisation de croissance, et qui tout d'un coup est confronté, pas tout d'un coup mais progressivement, est confronté à une réalité physique, géologique, une déplétion des ressources fossiles et minérales. Donc cet État perd
toute son argumentation. Alors la ligne politique qui en découle, alors la ligne politique c'est toute une programmatique, bien entendu, qu'il faut mettre en place, mais elle va s'articuler autour de cette mise en cause de l'État. L'État qui nous a amenés, finalement, dans une direction tout à fait opposée à celle qui nous prétendait amener. Et c'est la remise en cause, enfin c'est la nouvelle redéfinition des rôles de l'État, un État qui va être au service de l'individu et non pas représentative d'une idée collective qui, elle, va s'imposer à l'initiative individuelle. Et ce principe directeur, c'est à partir de ce principe directeur qu'on va pouvoir décliner dans tous les domaines de l'activité la programmatique dans cette situation d'adaptation à la nouvelle donne énergétique. Bon, alors c'est un livre polémique, donc le titre est volontairement provocateur. Vive la décroissance aurait suffi. Mais comme nous sommes dans justement une mise en confrontation des différentes tendances de la décroissance, j'ai voulu donner un signal clair qu'il s'agissait de parler d'une ligne de décroissance inéluctable et non pas d'une ligne de décroissance culturelle dont j'ai parlé tout à l'heure, où on va mettre en place un certain nombre de dispositifs pour décroître à partir d'une idée qu'on se fait d'une vie meilleure. C'est une démarche qui est différente, c'est une analyse économique qui arrive sur sa révélation objective, la géologie qui ne répond plus présente à la demande que lui fait l'économie. Et donc c'est une décroissance inéluctable, une décroissance logique. Georgescu Roegen donc a annoncé déjà cette décroissance, et pour que ça soit plus polémique, pour que ça soit plus journalistique, pour que ça suscite aussi le débat, j'ai appelé volontairement décroissance subie, parce que c'est précisément ce que ne veulent pas un certain nombre de décroissants. Est-ce que le capitalisme peut s'adapter à la décroissance? Est-ce qu'il peut récupérer la décroissance? Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque dans le discours décroissant de convenir finalement d'une certaine façon au capitalisme? La réponse est oui. Ce risque existe. Enfin, c'est même pas un risque, c'est une réalité aujourd'hui. Le capitalisme peut très bien s'accommoder aujourd'hui d'une certaine forme de discours décroissant. Une forme de discours décroissant qui met en cause techniquement la déplétion fossile, qui met en cause la dégradation du climat par les émanations de CO2, ça ne fait pas peur au capitalisme. Il peut très bien s'en accommoder. C'est à se demander même s'il n'a pas lui-même créé un leurre, pour que les opposants viennent s'y engouffrer. Aujourd'hui, il a la réponse à ça. Qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à la déplétion fossile? J'ai la solution avec des énergies alternatives. Qu'est-ce qu'il nous dit par rapport au dérèglement climatique? J'ai la solution avec la séquestration du CO2, avec la géo-ingénierie, avec les taxes d'émission carbone. Donc, il est capable
de récupérer une certaine partie de ce discours, et il le fait d'ailleurs actuellement avec son département Green Business. Le département de capitalisme vert, c'est tout simplement un secteur, c'est un étage, c'est un bureau du capitalisme qui est chargé de récupérer une partie, toute partie du discours écologiste en disant c'est vrai, il y a des problèmes, nous allons les résoudre. Comment? En faisant du business. En vendant des panneaux solaires, en vendant des éoliennes, en vendant des audits de bilan carbone dans les industries qui sont émettrices de gaz à effet de serre, en vendant des dispositifs de séquestration du CO2 avec des tuyaux qui vont emmener le CO2 dans les couches souterraines, en répartissant les émissions de CO2 dans le monde, ceux qui ne polluent pas, enfin ceux qui n'envoient pas de CO2 vont donner des tickets d'émissions possibles à ceux qui en envoient beaucoup. Et nous avons créé, nous les capitalistes, on sait faire, on crée une bourse de ces tickets d'émissions. Bon, on sait très bien que quelqu'un comme Al Gore, par exemple, est aujourd'hui un des principaux bénéficiaires de la plus-value qui s'organise sur l'échange de ces bons d'émissions carbone. Donc, de ce point de vue-là, il a tout à fait la réponse au discours aujourd'hui. C'est-à-dire que le discours écologiste alimente le business capitalisme vert. Bon, ce qu'il ne pourra pas faire, c'est régler concrètement les problèmes de comment mettre du carburant dans les tracteurs agricoles, comment mettre du carburant dans les avions, comment mettre du carburant quand il commencera à y avoir moins de carburant. Ça, il ne pourra pas faire. Mais on n'en est pas là. Pour l'instant, il répond parfaitement au discours écologiste en l'intégrant dans son business plan et en nous fournissant les produits qui vont permettre de transformer cette croissance en croissance durable. Oui, enfin, il y a plusieurs questions dans cette affaire-là. Si on se place d'un point de vue alors presque de science-fiction, enfin de politique-fiction, de social-fiction, où on a vraiment plus assez de pétrole pour faire tourner la machine, la dictature, effectivement, est un risque important. Mais la dictature, pas, à mon sens, au sein d'un pays. Une dictature qui s'installe au sein même d'un pays, qui arrive à une quantité de pétrole insuffisante pour tout le monde, par accaparement de ce pétrole restant d'une certaine couche privilégiée de la population, et qui en prive l'immense majorité restante, je pense que c'est un scénario peu probable, ce qui évidemment peut être à craindre de façon beaucoup plus probable. C'est au niveau géopolitique des pays riches et dominants et puissants militairement qui iraient s'accaparer des ressources sur place. Aujourd'hui, chaque pays producteur vend librement, enfin plus ou moins librement son pétrole, en touche les revenus, mais parce qu'il y en a assez. Si la raréfaction et parallèlement l'impossibilité de trouver une alternative à l'identique à ce carburant devient une réalité, c'est effectivement un risque. Donc il y a ce totalitarisme-là, qui est un totalitarisme militaire. Ensuite, effectivement, on peut imaginer d'autres formes de totalitarisme par la voie législative au sein même d'un pays.
où on va imposer aux gens de décroître. Hein. Mais ça, c'est une étape qui aurait été antérieure. Hein. On aurait, à partir de maintenant, par exemple, la tendance culturelle prenant le pouvoir, hein, puisqu'on fait de la politique fiction, cette tendance culturelle pourrait imposer par la législation la diminution du niveau de vie par un certain nombre de dispositifs législatifs qui sont d'ailleurs en gestation, qui sont proposés. Donc cette dérive totalitaire, elle est possible. Elle est possible. Il reste une question seulement. Oui. C'est presque fini. Deux questions. C'est aussi pour vous. C'est sûr. Tú me estás preguntando ya después que cojo foco y eso. No, cuando tú me digas. Ya está. Sí, entre gracias. Et pour vous, dans un éventuel projet politique commun, quelles devraient être les lignes directrices de ce projet? Les lignes directrices, on en a parlé tout à l'heure. Moi j'ai fini, mais si vous voulez ajouter quelque chose, peut-être j'ai oublié quelques aspects importants. Non, t'as bien fait le tour là. Hein. Excuse-moi, en fait j'ai oublié, celle-là, elle est un peu compliquée pour moi en français. C'est pas ça. Je te laisse lire si tu veux faire un commentaire par rapport à ça. Là, on sort un peu de la décroissance. Bon, c'est la philosophie. Hein. Philosophie qui est une philosophie qui, non pas qui est individualiste, mais qui réhabilite l'individualisme. Hein. Bon, mais ça nous emmène. Bon, je crains que ça brouille le propos. Ça nous emmène sur une réflexion complètement politique. Voilà. Alors que là, on aborde la politique par le biais de la décroissance. Là, on rentre à fond dans la politique. Hein. C'est l'individualisme qu'il faut le réhabiliter. L'individualisme, c'est pas celui qui s'occupe que de lui, il s'occupe aussi de l'individualisme des autres. Hein. Bon. Après, on va avoir le clivage droite-gauche. Être de droite, c'est considérer que l'intérêt collectif est la somme des intérêts individuels. Enfin, bon, ça nous amène sur des raisonnements politiques. On laisse tomber. J'ai oublié aussi celle-là. On avait parlé l'autre fois. Ah oui, ça c'est bien. Ça. Et je l'ai oublié. Ça c'est le green business. C'est intéressant. Ah oui, je pense. Oui. On avait parlé parlé de ça. Ah oui, ce que je veux dire, c'est. Mais attendez, tu as un peu abordé là. Crédiez-vous pas que le capitalisme soit tout à fait capable de s'adapter à la décroissance? Oui. Oui, on parle de ça ou non? On peut en dire un mot, oui. Face à la raréfaction de ressources, le capitalisme peut s'approprier un discours. Oui, s'approprier. S'approprier un discours détourné de la décroissance pour installer une dictature écologique. Oui, parce que c'est la crainte qui a pas mal de gens. Oui, c'est bien évident. Et ça va arriver. Oui. Manuel, vamos a hacer una última pregunta. ¿Te cambia el objetivo? Pues es la última. Porque la he olvidado. Il a changé l'objectif, mais il le change. Vous savez le temps? Oui, en même temps, oui. On finit avec oui, ça. c'est la question sur la récupération. Sur la récupération de la décroissance par le capitalisme. Oui, tout à fait. Ah ouais. Mais avec un discours profité pour un... Avec un discours écologiste. Oui, écologiste. Malentendu peu. Ouais. C'est vrai que l'écologisme a eu une dérive totalement... Mais bon. Ya, espérate, hazme una claqueta. Hazme una claqueta, Luis.